Bon, les transhumanarés, c'est un terme que j'ai trouvé, enfin, c'est pas par hasard, puisque c'est un terme important de la Divine Comédie, mais j'avais remarqué que c'était une espèce de mot clé, on va savoir que c'était quelque chose qui aurait pu être, bon, une mutation, en tout cas une modification d'un système relationnel de l'homme à l'univers. Donc le transhumanar, puisque c'est le terme latin, était très important. Puis je me suis rendu compte effectivement que c'était un terme qui pouvait d'une certaine manière s'adapter à la situation historique dans laquelle nous passons. Alors j'avais pensé à des êtres ou à des états liés au transhumanar, c'est-à-dire que j'avais francisé un peu le terme et puis j'ai fait un pluriel parce que ça correspond à cet ensemble de dessins et c'est quelque chose qui ne se vérifie que dans la multitude, dans les apparitions, dans les types et les caractères de ces dessins. Comme si une grande mouvance proposait différents types de caractères à partir d'une méthode très simple. C'est quelque chose qui définit un corpus, qui n'est pas dans la figuration, qui est au plus près de la figuration, qui utilise une ligne stylistique, une ligne organique qui aurait pour référence directe la BD, la ligne de l'illustration, en tout cas, comme à d'autres époques, il y a eu d'autres types de lignes. Le dessin des transhumanarés est beaucoup plus heurté, plus ironique, plus débridé. Il enregistre forcément cette surprise, cet inattendu de l'apparition, et en même temps, il est dévalorisant souvent. Au début, j'étais presque perturbé par ces apparitions, puisque les apparitions rendent compte d'états de figures possibles. Il y avait de la grossièreté, de l'ironie, il y avait du ridicule, de l'obscène. Et j'ai trouvé que c'était très très bien que la mobilisation d'une ligne produise tous ces aspects-là. Et ce qui m'intéressait aussi, il ne faut pas le négliger, c'est le débordement du géométrique. C'est-à-dire partir de cette fameuse phrase de Descartes, là, toujours plus géométrique, mais de faire en sorte que l'organique soit un dépassement exagéré du géométrique. Tous les dessins sont construits sur une base géométrique, où l'organique dépasse l'organique. Enfin, il y a une hypertrophie de l'organique. Le dessin des ostinatos est un dessin très tranquille, pas du tout fastidieux, alors que quand on les observe, on pourrait penser que c'est laborieux. En fait, c'est un dessin qui se produit dans une très grande tranquillité, dans une espèce de sérénité, un calme. Mais là encore, il y a deux origines, enfin deux points d'intérêt. C'est un terme musical, qui a un rapport de régularité à l'intérieur, qui reviendrait à l'intérieur d'une composition, qui est elle-même livrée à son mouvement, à son rythme propre. Donc c'est une scanse, un peu rapport aussi à la poésie. En tout cas, c'est vraiment une construction musicale. Mais là, il n'y a pas d'âge. Et sinon, c'est la devise de Léonard de Vinci, c'est ostinato rigore, et c'était des choses qui sont dans les carnets, dans tous les peintres de la Renaissance avaient une devise, et ça veut dire rigueur obstinée. Actuellement, je m'efforce d'être dans, bon, c'est difficile à le dire, mais c'est dans un rapport de perfection, c'est-à-dire de faire en sorte que la concentration et l'acuité qui me font mener un ostinato à longueur de journée enregistre aucune erreur. C'est-à-dire que le déplacement des clous, l'usage de la ficelle, bon, le principe même de l'ostinato, devrait trouver une telle inscription mentale, comme ça, je devrais faire tellement corps avec le dessin, m'intégrer, là justement, n'être pas dans le regard, mais être à l'intérieur du dessin, pour éliminer d'une certaine manière les erreurs. Le principe de la ligne me semble très important, je le réfléchis depuis très longtemps aussi, et je pense que c'est l'écriture stylistique qui n'est pas subjective, c'est-à-dire que ça appartient à un état du monde et pas à un individu dans le monde. Mais ça m'intéresse de produire une ligne aléatoire qui aurait ce caractère exagérément organique et de définir un corpus au-delà de l'humain qui aurait intérêt de se confronter à l'instabilité du corps actuel, son autodérision, sa fragilité biologique. Donc le terme transhumanar dans la Divine Comédie se peut, comme ça par hypothèse, se déplacer jusqu'à nous et avoir une certaine résonance. Et c'est quelque chose qui m'a permis de mettre en place à la fois, bien sûr, cette économie de dessin et un certain nombre de tableaux où la verticalité, comme ça, du dessin et son étendue horizontale étaient rassemblées. C'est-à-dire, c'était des blocs compactés à partir de ces silhouettes.
Souvent, il y a la rencontre de deux choses, et donc là, il y avait le pli qui était un pli technique, puisque c'est des dessins qui sont produits par le truchement d'une feuille pliée en 4. Et puis, il y a la ligne qui était informée de façon très graphique par un pli de représentation. Alors, il y avait un pli réel et un pli figuré, un pli transcendant. Et les deux proposaient un dispositif très simple, mécanique, enfantin, mais dont la liberté et l'ironie, finalement, a pu se déployer. Le dessin est une construction, une pensée, la peinture, et finalement, ça a une résolution, un emportement. Le dessin est toujours examiné. Par exemple, la peinture qui se trouve véhiculée ou traduite à partir du dessin par la couleur. Là, la couleur, elle n'est jamais anticipée, elle n'est jamais écrite, elle n'est jamais construite, programmée. Elle ne peut être qu'affective, émotive, en rupture. Et bien sûr, l'un et l'autre ont pour vocation de s'autodéterminer. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont toujours en interrogation l'une de l'autre. Et ce sont des moyens actifs. Mais il y a une pensée du dessin et une activité de la couleur.